Il y a quelque chose que personne ne te dit sur les relations. Peu importe que tu sois homme ou femme, nous sommes tous exposés à des personnes qui peuvent représenter une véritable menace pour notre paix mentale et émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement d'infidélité ou de mensonges évidents, les signaux d'alerte ne sont pas toujours faciles à détecter. Parfois, nous nous retrouvons coincés dans des relations avec des personnes qui, sans que nous nous en rendions compte, érodent notre estime de soi, nous manipulent et nous font douter de nous-mêmes. T'est-il déjà arrivé quelque chose comme ça? As-tu déjà eu le sentiment que quelqu'un avec qui tu partages ta vie cachait une version de lui-même qui n'apparaît que lorsque tu t'y attends le moins? Le problème, c'est que bien souvent, nous ne voulons pas le voir. Nous idéalisons, nous justifions et nous nous convainquons qu'avec le temps, les choses s'amélioreront. Mais la réalité est différente. Les gens montrent qui ils sont dès le début, mais nous choisissons d'ignorer cela. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 signaux d'alerte que tu dois reconnaître dans toute relation, que ce soit une relation de couple, d'amitié, avec un collègue de travail ou même un membre de la famille. Parce que le danger ne réside pas dans ce que tu vois, mais dans ce que tu choisis d'ignorer. Avant de continuer, je t'invite à réfléchir profondément à cela. Si tu as déjà eu le sentiment que quelqu'un t'a fait douter de ta propre valeur, cette vidéo est pour toi. Et si, dans ce processus, tu découvres quelque chose qui résonne en toi, je veux que tu laisses dans les commentaires la phrase suivante: « Mon amour-propre n'est pas à vendre ». Maintenant, passons à la suite, où nous explorerons l'arrière-plan psychologique de ces signaux d'alerte. Nous verrons comment Jung, Freud et d'autres grands penseurs ont expliqué ces comportements et comment nous pouvons nous en protéger. Ne le manquez pas, les signaux d'alerte que tu ne dois pas ignorer. Analyse psychologique complète. Les relations humaines sont complexes et bien souvent, les signaux d'alerte sont devant nous, mais nous choisissons de les ignorer. Sigmund Freud parlait du mécanisme de défense du déni, où l'esprit, pour se protéger de la douleur, refuse de voir la réalité telle qu'elle est. Il en est de même lorsque nous sommes avec quelqu'un qui nous manipule constamment, qui nous épuise émotionnellement ou qui nous fait douter de notre propre perception. Jung disait que ce que nous nions en nous-mêmes se manifestera tôt ou tard dans notre vie. Si nous n'apprenons pas à reconnaître ces signaux à temps, nous finirons par répéter les mêmes schémas encore et encore. Mais pourquoi ignorons-nous ce qui est évident? Carl Rogers, père de la psychothérapie humaniste, affirmait que l'être humain préfère s'accrocher à ses croyances et perceptions, même lorsque celles-ci lui font du mal. Si quelqu'un nous blesse émotionnellement, mais nous dit « Je t'aime », nous choisissons de croire ses mots plutôt que ses actions. Et voici la première grande leçon de cette analyse. N'écoute pas ce qu'ils disent, observe ce qu'ils font. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, et bien sûr, au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. L'un des signaux les plus dangereux qu'une personne peut montrer est la manipulation émotionnelle. Comment la reconnaît-on? Lorsque quelqu'un te fait sentir coupable pour des choses que tu n'as pas faites, lorsque chaque dispute devient ta responsabilité, lorsque tu te sens obligé de te justifier pour tout, même pour des choses qui ne sont pas de ta faute. Carl Jung parlait de l'ombre, cet aspect de la personnalité que les gens cachent et qui, lorsqu'il se manifeste, peut être destructeur. Beaucoup de personnes cachent leur véritable soi sous le masque de la victimisation. Freud appelait cela le complexe de culpabilité projetée, où l'agresseur inverse les rôles et transforme la victime en problème. C'est ici que tu dois t'arrêter et te demander « Suis-je dans une relation où je dois constamment me défendre contre des accusations injustes ?» Si la réponse est oui, alors tu as trouvé un signal d'alerte. Un autre comportement dangereux est l'instabilité émotionnelle. Carl Rogers disait que l'amour mature est stable, prévisible et sûr. Si une relation ressemble à des montagnes russes émotionnelles, ce n'est pas de l'amour, c'est un jeu de pouvoir.
Quand quelqu'un te traite bien un jour et t'ignore le lendemain, il te conditionne. La psychologie du renforcement intermittent explique que lorsque nous recevons des récompenses émotionnelles de manière aléatoire, notre cerveau développe une addiction à l'incertitude. C'est le même principe derrière les jeux de hasard. Tu ne sais jamais quand tu gagneras, et c'est pour cela que tu continues à jouer. Si quelqu'un te fait sentir incroyable à certains moments, mais te punit ensuite par son indifférence, il te manipule sans que tu t'en rendes compte. Voici une question que tu dois te poser. Est-ce que je me sens émotionnellement en sécurité dans cette relation, ou est-ce que j'attends toujours le prochain coup? Walter Rizzo, dans son livre Détachement sans anesthésie, explique que l'amour ne devrait pas faire mal. Si une relation te maintient dans un état d'anxiété constant, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Si tu te sens coincé dans une dynamique où tu essaies constamment de gagner l'attention de quelqu'un, il est temps de partir. Et ici, tu dois faire quelque chose de très important. Valider ta propre perception. Parce que le plus grand tour des personnes manipulatrices est de te faire croire que le problème vient de toi. Un autre signal d'alerte est l'incapacité à assumer ses responsabilités. Freud disait que la maturité émotionnelle commence lorsque tu arrêtes de blâmer les autres pour ce que tu ressens. Si quelqu'un trouve toujours le moyen de te blâmer pour ses propres erreurs, c'est un signal clair qu'il ne prendra jamais la responsabilité du mal qu'il te cause. Si quelqu'un a toujours une excuse, justifie toujours ses actions et ne reconnaît jamais ses erreurs, tôt ou tard, il te détruira émotionnellement. Carl Jung avertissait que les personnes qui ne font pas face à leur ombre finissent par la projeter sur les autres. Cela signifie que, si quelqu'un n'a pas travaillé sur sa propre croissance personnelle, il déversera sa frustration et sa toxicité sur ceux qui l'entourent. Voici une autre question importante. Cette personne améliore-t-elle ma vie ou la remplit-elle de chaos? Si la réponse est la seconde option, ce n'est pas la personne qui te convient, car l'amour ne doit pas être synonyme de souffrance. L'amour n'est pas incertitude. L'amour ne te fait pas douter de ta valeur. Si ce contenu a résonné en toi, je veux que tu laisses dans les commentaires « Mon amour propre n'est pas à vendre ». Parce que la seule manière de sortir d'une relation toxique est de reconnaître ta propre valeur. Passons maintenant à la suite, où nous allons réaliser des exercices psychologiques pour t'aider à identifier et rompre ces schémas. Ce sera un moment de véritable transformation, alors ne le manquez pas. Exercice psychologique pour briser les schémas de relations toxiques. Nous avons parlé des signaux d'alerte. Nous avons exploré comment la manipulation, la victimisation et le manque de responsabilité peuvent te détruire émotionnellement. Mais maintenant, voici la partie la plus importante. Comment t'en libérer? Parce que savoir identifier une relation nuisible est juste le premier pas. Le véritable changement survient lorsque tu choisis d'agir. Et c'est ici que nous entrons dans la partie pratique. Des exercices psychologiques qui t'aideront à reconstruire ton estime de toi, à guérir des blessures émotionnelles et à t'assurer que tu ne permettras plus jamais à quelqu'un de te faire sentir inférieur. Exercice 1. La lettre que tu n'enverras jamais. Freud disait que les émotions refoulées ne meurent jamais. Elles trouvent juste d'autres façons de se manifester. Si tu as été dans une relation où tu as été manipulé, où tu t'es senti diminué, ou où tu as dû supplier de l'amour, il est fort probable qu'il y ait beaucoup de mots que tu n'as jamais dit. Aujourd'hui, tu vas les écrire. Écris une lettre pour cette personne qui t'a fait du mal, non pas pour l'envoyer, mais pour te libérer. Dis-lui tout ce que tu n'as jamais pu dire. Exprime-toi avec totale honnêteté. Ne garde rien pour toi. Lorsque tu auras terminé, lis-la à haute voix pour toi-même et déchire-la ou brûle-la. Cet exercice est une façon symbolique de dire à ton esprit « Je ne porte plus ce poids ». Parce que lâcher prise ne signifie pas oublier, ça signifie cesser de supporter quelque chose qui te fait du mal. Exercice 2. La phrase « devant le miroir ». Carl Rogers parlait du concept positif de soi. L'idée que c'est seulement lorsque nous nous validons nous-mêmes que nous arrêtons de chercher validation chez les autres. Va devant le miroir, regarde-toi dans les yeux et répète à haute voix « Je suis suffisant, je n'ai besoin de personne pour me valider. Je n'accepterai rien de moins que ce que je mérite. » Au début, cela peut être inconfortable, mais c'est un exercice puissant. Lorsque tu te parles avec amour, ton esprit enregistre cela comme une nouvelle croyance. Fais-le tous les jours pendant une semaine.
Tu verras comment cela change la manière dont tu te perçois. Exercice 3. La liste des non négociables. Walter Rizzo dit: l'amour sain repose sur le respect et des limites claires. Sans limite, l'amour devient souffrance. Fais une liste de tes non négociables. Quelles sont les choses que tu ne reviendras jamais accepter dans une relation? Manque de respect, manipulation, indifférence, contrôle émotionnel. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, reviens sur cette liste et demande-toi si cette personne la respecte. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la personne qu'il te faut. Transforme ta vie dès aujourd'hui. Ces exercices ne sont pas de simples tâches. Ce sont le début d'une nouvelle étape dans ta vie. Une étape où tu décides ce que tu permets et ce que tu ne permets pas. La raison pour laquelle beaucoup de personnes finissent dans des relations toxiques est qu'elles ne se sont pas donné la valeur qu'elles méritent réellement. Mais cela change aujourd'hui. Si tu es arrivé jusqu'ici et que ces exercices ont résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires: mon amour-propre n'est pas à vendre, car à partir de ce moment, tu as décidé de ne pas vendre ta dignité. Maintenant, passons à la prochaine partie, où nous ferons une analyse approfondie de la façon dont ces concepts peuvent être appliqués dans ta vie quotidienne. Ce sera la partie la plus révélatrice, alors prépare-toi. Les relations humaines sont complexes, remplies de nuances et de subtilités. Parfois, ce qui semble être de l'amour n'est que de la dépendance. Ce qui semble être de l'intérêt est de la manipulation. Et ce qui semble être de la tendresse est un contrôle dissimulé. Sigmund Freud parlait des mécanismes de défense, des stratégies psychologiques que nous utilisons pour éviter la douleur émotionnelle. L'un des plus courants est le déni. Bien souvent, quand nous sommes dans une relation avec quelqu'un qui nous blesse émotionnellement, nous ne voulons pas voir les signaux d'alerte, car les affronter signifierait accepter que nous avons pris une mauvaise décision. Carl Jung disait que ce que nous nions à l'intérieur de nous finira par se manifester dans notre vie. Si nous n'apprenons pas à reconnaître ces signes à temps, nous finirons par répéter les mêmes schémas encore et encore. Mais pourquoi ignorons-nous ce qui est évident? Carl Rogers, père de la psychothérapie humaniste, affirmait que l'être humain préfère s'accrocher à ses croyances et perceptions, même quand elles nous blessent. Si quelqu'un nous blesse émotionnellement mais nous dit « je t'aime », nous choisissons de croire en ses paroles plutôt qu'en ses actions. Voici la première grande leçon de cette analyse. N'écoute pas ce qu'ils disent, observe ce qu'ils font. L'un des signes les plus dangereux qu'une personne peut montrer est la manipulation émotionnelle. Comment la reconnaît-on? Quand quelqu'un te fait te sentir coupable pour des choses que tu n'as pas faites, quand chaque dispute finit par être de ta responsabilité, quand tu te sens obligé de te justifier pour tout, même pour des choses qui ne sont pas de ta faute. Carl Jung parlait de l'ombre, cet aspect de la personnalité que les gens cachent et qui, lorsqu'il se manifeste, peut être destructeur. Beaucoup de personnes cachent leur vrai soi sous le masque de la victimisation. Freud l'appelait le complexe de culpabilité projeté, où l'agresseur inverse les rôles et transforme la victime en problème. C'est là que tu dois te regarder et te poser la question suivante. Suis-je dans une relation où je dois constamment me défendre contre des accusations injustes? Si la réponse est oui, tu as trouvé un signal d'alerte. Un autre comportement dangereux est l'instabilité émotionnelle. Carl Rogers disait que l'amour mature est stable, prévisible et sécurisé. Si une relation est des montagnes russes émotionnelles, ce n'est pas de l'amour, c'est un jeu de pouvoir. Quand quelqu'un te traite bien un jour et le lendemain t'ignore, il te conditionne. La psychologie du renforcement intermittent explique que lorsque nous recevons des récompenses émotionnelles de façon aléatoire, notre cerveau développe une addiction à l'incertitude. C'est le même principe derrière les jeux de hasard. Tu ne sais jamais quand tu vas gagner, et c'est pour cela que tu continues à jouer. Si quelqu'un te fait te sentir incroyable par moment, mais te punit ensuite par son indifférence, il te manipule sans que tu t'en rendes compte. Voici une question à te poser. Est-ce que je me sens émotionnellement en sécurité dans cette relation, ou suis-je toujours en train d'attendre le prochain coup? Walter Rizzo, dans son livre, explique que l'amour ne devrait pas faire mal. Si une relation te maintient dans un état d'anxiété constant, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Si tu te sens piégé dans une dynamique où tu essaies constamment de gagner l'attention de quelqu'un,
il est temps de sortir. Et ici, tu dois faire quelque chose de très important. Valider ta propre perception, car le plus grand tour des personnes manipulatrices est de te faire croire que le problème, c'est toi. Un autre signe d'alerte est l'incapacité de prendre des responsabilités. Freud disait que la maturité émotionnelle commence lorsque tu arrêtes de blâmer les autres pour ce que tu ressens. Si une personne trouve toujours un moyen de te culpabiliser pour ses propres erreurs, c'est un signe clair qu'elle ne prendra jamais de responsabilité pour les torts qu'elle te cause. Si quelqu'un a toujours une excuse, justifie toujours ses actions et ne reconnaît jamais ses fautes, tôt ou tard, il te détruira émotionnellement. Carl Jung avertissait que les personnes qui ne font pas face à leur ombre finissent par la projeter sur les autres. Cela signifie que si quelqu'un n'a pas travaillé sur sa propre croissance personnelle, il déversera sa frustration et sa toxicité sur ceux qui l'entourent. Voici une autre question importante. Cette personne améliore-t-elle ma vie ou la remplit-elle de chaos? Si la réponse est la seconde, ce n'est pas la bonne personne pour toi, car l'amour n'est pas souffrance, l'amour n'est pas incertitude, l'amour ne te fait pas douter de ta valeur. Les relations saines ont un point commun, la sécurité émotionnelle. Si tu te sens anxieux, incertain, constamment préoccupé par la question de savoir si l'autre personne sera là demain, alors quelque chose ne va pas. Freud disait que les émotions réprimées ne meurent jamais. Elles trouvent simplement de nouvelles façons de se manifester. Si une relation te cause plus d'anxiété que de bonheur, tu es piégé dans une relation de renforcement intermittent. Et ce genre de relation est le plus difficile à lâcher, car le problème n'est pas seulement l'autre, c'est ton propre esprit qui s'est habitué à ce cycle d'incertitude. Quand tu reconnais ces signes et que tu choisis d'agir, tu commences à récupérer ton pouvoir. Et le premier pas pour sortir de toute situation nuisible est de comprendre que tu mérites mieux. Voici une autre question à te poser. Si ton meilleur ami était dans cette situation, quel conseil lui donnerais-tu? Lui dirais-tu de s'éloigner? Alors pourquoi ne prends-tu pas ce conseil pour toi-même? L'esprit humain est curieux. Nous nous accrochons à ce que nous connaissons, même si cela nous fait du mal. Mais la seule façon de construire une vie émotionnellement stable est d'apprendre à lâcher ce qui nous détruit. Si ce message a résonné en toi, je veux que tu laisses dans les commentaires « Mon amour-propre n'est pas à vendre », car lorsque tu reconnais ta propre valeur, tu cesses d'accepter un amour qui te fait du mal. Nous avons parlé des signaux d'alerte, de la façon dont le renforcement intermittent et la manipulation émotionnelle peuvent te piéger dans une relation nuisible sans que tu t'en rendes compte. Mais maintenant vient la partie la plus importante. Que peux-tu faire pour en sortir? Car savoir identifier une relation toxique n'est que le premier pas. Le véritable changement se produit lorsque tu choisis d'agir. Et ici commence la partie pratique. Des exercices psychologiques qui t'aideront à reconstruire ton estime de toi, à guérir les blessures émotionnelles et à t'assurer que tu ne permettras plus jamais à quelqu'un de te faire sentir moins. Ces exercices sont basés sur la thérapie Gestalt, la logothérapie et les principes de Carl Rogers sur la validation émotionnelle. Prends une feuille et un stylo. Ces exercices ne se font pas dans l'esprit, ils se font sur le papier. Si tu veux vraiment guérir et avancer, tu dois t'engager envers toi-même et les faire. Exercice 1. La lettre que tu n'enverras jamais. Freud disait que les émotions réprimées ne meurent jamais. Elles trouvent simplement des manières différentes de se manifester. Si tu as été dans une relation où tu as été manipulé, où tu t'es senti petit, ou où tu as dû supplier de l'amour, il est très probable qu'il y ait beaucoup de mots que tu n'as jamais dit. Aujourd'hui, tu vas les écrire. Écris une lettre à cette personne qui t'a fait du mal, non pas pour l'envoyer, mais pour te libérer. Dis-lui tout ce que tu n'as jamais pu dire. Exprime-toi avec une totale honnêteté. Ne garde rien pour toi. Lorsque tu auras fini, lis-la à haute voix pour toi-même et ensuite déchire-la ou brûle-la. Cet exercice est une manière symbolique de dire à ton esprit « Je ne porte plus ce poids ». Car lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela signifie arrêter de tenir quelque chose qui te fait du mal. Exercice 2. La phrase devant le miroir. Carl Rogers parlait du concept d'auto-validation. L'idée que c'est seulement lorsque nous nous validons nous-mêmes que nous cessons de chercher cette validation chez les autres. Va devant un miroir, regarde-toi dans les yeux et répète à voix haute « Je suis suffisant. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me valide. Je n'accepterai pas moins que ce que je mérite. » Au début, cela peut sembler inconfortable,
mais c'est un exercice puissant. Lorsque tu te parles avec amour, ton esprit enregistre cela comme une nouvelle croyance. Fais-le tous les jours pendant une semaine. Tu verras comment la façon dont tu te perçois changera. Exercice 3. La liste des non négociables. Walter Rizzo dit que l'amour sain est basé sur le respect et des limites claires. Sans limite, l'amour devient souffrance. Écris une liste de tes non négociables. Quelles sont les choses que tu ne reviendras jamais accepter dans une relation? Le manque de respect, la manipulation, l'indifférence, le contrôle émotionnel. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, retourne à cette liste et demande-toi si cette personne la respecte. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la bonne personne pour toi. Transforme ta vie dès aujourd'hui. Ces exercices ne sont pas de simples tâches. Ils marquent le début d'une nouvelle étape dans ta vie. Une étape où tu décides ce que tu permets et ce que tu ne permets pas. La raison pour laquelle beaucoup de personnes se retrouvent dans des relations toxiques, c'est parce qu'elles ne se sont pas donné la valeur qu'elles ont vraiment. Mais cela change aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, nous avons analysé les signes d'alerte et réalisé des exercices psychologiques pour nous libérer des relations toxiques. Mais il y a encore quelque chose qui manque, l'introspection. Socrate disait que une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Et aujourd'hui, nous allons faire exactement cela. Nous poser des questions que nous ne nous sommes probablement jamais posées. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, juste de l'honnêteté envers soi-même. Pourquoi es-tu encore là? C'est la question la plus difficile à répondre. Si tu sais qu'une personne te fait du mal, pourquoi es-tu encore attaché à elle? Est-ce par peur de la solitude? Est-ce parce que tu crois que tu ne trouveras pas mieux? Ou est-ce que tu espères qu'un jour cette personne changera? Carl Jung disait que l'espoir peut être l'une des formes les plus subtiles de l'auto-illusion. Si tu attends depuis des mois ou des années qu'une personne change, qu'est-ce qui te fait penser que maintenant elle va le faire? Comment serait ta vie sans cette personne? Si on te disait aujourd'hui que tu avais la chance de recommencer, comment se verrait ta vie sans cette relation? Te sentirais-tu soulagé ou terrifié? Si l'idée d'être sans quelqu'un te fait peur, alors cette relation n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Walter Rizzo dit que l'attachement émotionnel est de confondre le besoin avec l'amour. Si tu crois avoir besoin de quelqu'un pour aller bien, alors tu as perdu ton autonomie émotionnelle. Et c'est quelque chose que tu dois récupérer. Quel conseil donnerais-tu à ton meilleur ami s'il était à ta place? Parfois, il est difficile de voir notre propre situation avec clarté. Mais si ton meilleur ami était coincé dans une relation où il est manipulé, ignoré ou méprisé, que lui dirais-tu? Probablement que tu lui conseillerais de sortir de là. Alors pourquoi n'appliques-tu pas ce même conseil à toi-même? Carl Rogers disait que nous traitons les autres avec plus de compassion qu'à nous-mêmes. Il est temps de te traiter avec le même respect que tu donnerais à quelqu'un que tu aimes. Récapitulons ce que nous avons appris jusqu'à présent. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait un pas important dans ton processus de guérison. Nous avons parlé des signes d'alerte qui montrent qu'une personne n'est pas fiable, comme la manipulation et le renforcement intermittent, qui peuvent t'enfermer dans une relation nuisible. Nous avons fait des exercices psychologiques pour briser ces schémas et des questions qui t'aideront à voir ta situation avec plus de clarté. Mais il manque encore quelque chose. Comprendre tout cela en théorie est une chose, mais l'appliquer dans la vie réelle en est une toute autre. C'est pourquoi, dans la prochaine partie, je vais te raconter une histoire qui reflète exactement ce que nous avons abordé ici. Avant de continuer, je veux te poser une question finale. Si ton histoire était un livre, continuerais-tu à écrire le même chapitre ou serais-tu prêt à en commencer un nouveau? La décision t'appartient. Maintenant, avançons à la prochaine partie où tu rencontreras un personnage qui a dû faire face à la même lutte que toi et nous verrons ce qu'il a fait pour s'en sortir. Ne manque pas cela. La première fois que Eduardo vit Monica, il sentit que quelque chose dans sa vie avait changé pour toujours. Ce n'était pas seulement sa beauté, mais la manière dont elle le regardait, avec cette intensité qui faisait disparaître tout ce qui l'entourait. Ce n'était pas l'histoire d'amour typique. Il n'y eut ni début timide, ni courtisane lente. Dès le premier moment, Monica fut un ouragan, arrivant avec force, le comblait d'attention, de messages constants, d'une passion débordante qui le faisait se sentir comme l'homme le plus spécial du monde.
Eduardo n'avait jamais vécu quelque chose de semblable. Ses relations précédentes avaient été plus lentes, plus prévisibles. Mais Monica était différente. Elle lui faisait se sentir vivant, lui apportait des émotions qu'il n'avait jamais connues. Au début, tout semblait un rêve. Monica le surprenait avec des messages inattendus, des appels au milieu de la nuit, juste pour lui dire qu'elle pensait à lui. C'était une sensation enivrante. Qui ne voudrait pas être avec quelqu'un qui te fait sentir ainsi? Mais ce que Eduardo ignorait à ce moment-là, c'était que ce même feu qui maintenant le consumait finit par le détruire. Parce que l'amour ne se mesure pas par l'intensité des premiers jours, mais par la stabilité avec laquelle il se maintient au fil du temps. Ce qui avait commencé comme une histoire de rêve se transforma rapidement en son pire cauchemar. Au début, tout tournait autour de Monica, ses désirs, ses horaires, ses émotions. Si elle voulait le voir, il devait annuler ses projets. Si elle était en colère, il devait trouver un moyen de la calmer. Si elle disparaissait pendant des jours, puis revenait comme si de rien n'était, il devait être prêt à l'accueillir sans poser de questions. Et peu à peu, Eduardo perdit le contrôle. Au début, il ne s'en aperçut pas. Comment aurait-il pu, étant donné qu'il était trop aveuglé par l'idée qu'une femme aussi passionnée que Monica soit avec lui? Mais avec le temps, la confusion commença à s'installer. Il y avait des jours où elle le traitait comme s'il était la personne la plus importante de sa vie. Des jours où elle le comblait d'amour, de promesses, de moments qui semblaient tout droit sortis d'un film. Puis elle disparaissait sans explication, sans raison, simplement sans répondre. Les premières fois, Eduardo pensa qu'elle était peut-être occupée, mais peu à peu, il commença à repérer un schéma. Quand elle revenait, il y avait toujours une excuse. Elle avait traversé une période difficile. Elle avait besoin d'espace, et il devait comprendre qu'elle était comme ça. Et Eduardo comprenait, bien sûr, parce que lorsqu'il était avec elle, il avait l'impression que rien d'autre n'importait. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'était pourquoi chaque fois qu'elle s'éloignait, il se sentait comme un toxicomane en manque. Les nuits sans message devenaient insupportables. Le silence devenait un ennemi, le faisant douter de lui-même. Avait-il fait quelque chose de mal? Avait-il dit quelque chose qui l'avait énervé? Pourquoi, après l'avoir traité comme un roi, laissait-elle de côté comme s'il n'était personne? La vérité était plus simple que ce qu'il voulait admettre. Monica ne l'aimait pas, elle le contrôlait. Chacun de ses gestes, chacune de ses disparitions, faisait partie d'un jeu qu'elle menait avec une précision implacable. Et Eduardo, sans le savoir, n'était qu'une pièce dans ce jeu. Mais combien de temps encore pourrait-il tenir avant de se briser totalement? Si cette histoire résonne en toi, je veux que tu laisses un commentaire. Mon amour-propre n'est pas à vendre. Parce que quand quelqu'un joue avec tes émotions, la seule chose que tu peux faire, c'est récupérer ton pouvoir. Maintenant, passons à la suite, où Eduardo va confronter une réalité qui changera sa vie à jamais. Ne manque pas ça. Les jours passaient, et Eduardo se retrouvait pris dans un cercle qu'il ne comprenait pas complètement. Monica l'avait plongé dans un tourbillon émotionnel qui le maintenait dans un état d'anxiété constant. Certaines nuits, elle l'appelait, et il parlait jusqu'au matin. Elle lui disait qu'elle lui manquait, qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme lui, qu'elle sentait qu'ils étaient destinés à être ensemble. Mais le jour suivant, elle disparaissait, ne répondait pas aux messages, ne répondait pas aux appels. Et quand enfin elle revenait, elle agissait comme si rien ne s'était passé. « Tu es un peu intense », lui dit-elle un jour, lorsqu'il lui demanda pourquoi elle s'éloignait soudainement. La phrase le fit plus mal qu'il ne voulait l'admettre. Il ne se sentait pas intense, il voulait juste comprendre ce qui se passait. Pourquoi une personne qui disait l'aimer le faisait-elle se sentir aussi insignifiant? Mais ce que Eduardo ignorait, c'était que ce schéma de comportement avait un nom. Le renforcement intermittent. La psychologie l'explique clairement. Quand quelqu'un alterne entre l'amour et le mépris, l'esprit de l'autre entre dans un état de dépendance émotionnelle. Walter Rizzo décrit cela comme une addiction à la souffrance déguisée en amour. Eduardo ne pouvait pas le voir, mais il n'était plus dans une relation, il était prisonnier d'une addiction. Chaque fois que Monica s'éloignait, il sentait un vide dans sa poitrine, une douleur que seule elle pouvait apaiser. Et quand elle revenait, même si c'était avec indifférence, même si c'était avec des excuses, il se sentait soulagé. Car le pire pour Eduardo,
ce n'était pas que Monica le traite mal. Le pire, c'était la possibilité de la perdre. Le plus ironique, c'était que, lorsqu'ils étaient ensemble, il ne se sentait pas toujours heureux. Il y avait quelque chose en elle qui le faisait douter de tout, une sensation constante que, à tout moment, tout pourrait s'effondrer. Mais cela n'avait pas d'importance, car quand elle était près de lui, il sentait que tout avait du sens. C'est ça, le piège du renforcement intermittent. Cela te fait croire que l'amour, c'est lutter, que c'est normal de ressentir de l'anxiété quand quelqu'un te tient à cœur, que si tu souffres pour quelqu'un, c'est que tu l'aimes vraiment. Mais Corneille disait que ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas l'amour, mais une blessure non résolue. Et Eduardo ne se rendait pas compte que la vraie raison pour laquelle il était tellement obsédé par Monica n'avait rien à voir avec elle. Cela avait à voir avec lui, avec sa peur de l'abandon, avec l'idée que, s'il la laissait partir, il ne trouverait plus jamais quelqu'un d'autre. Car Monica avait été claire là-dessus. « Tu crois que quelqu'un d'autre te voudra comme moi ?» lui avait-elle dit un soir, après qu'il ait essayé de s'éloigner, et il l'avait cru. L'esprit humain est ainsi. Nous nous accrochons davantage à ce qui nous blesse quand nous croyons qu'il n'y a rien de mieux qui nous attend. Eduardo était prêt à abandonner, à accepter que peut-être l'amour était simplement ainsi, jusqu'à ce qu'un jour tout change. C'était un vendredi soir quand il reçoit un message inattendu. Mais ce n'était pas de Monica, c'était d'un ami commun. Et ce qu'il vit à l'écran fit que le monde autour de lui s'arrêta. C'était une photo de Monica, souriante, enlacée à un autre homme heureux. La douleur dans sa poitrine fut immédiate. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était la confirmation de ce qu'il avait toujours soupçonné. Elle n'avait jamais été vraiment avec lui. Elle avait toujours joué avec lui. Et le pire, ce n'était pas cela. Le pire, c'était qu'en dépit de tout, il la voulait toujours. Eduardo éteignit son téléphone et ferma les yeux. Pour la première fois en mois, il n'avait plus à se demander où était Monica. La réponse était là, devant lui. Mais aurait-il le courage d'accepter la vérité? Le temps sembla s'arrêter. Eduardo resta à regarder l'écran de son téléphone sans cligner les yeux. L'image de Monica, enlacée à un autre homme, ne lui fit pas seulement mal, elle le détruisit. Pas parce qu'il ne l'avait pas déjà soupçonné, mais parce qu'il avait maintenant la preuve définitive. La vérité, celle qu'il avait évité de confronter pendant si longtemps, était là, dans une simple photo. Monica n'avait jamais été sienne. Elle ne lui avait jamais appartenu, car Monica n'appartenait à personne. C'était comme le vent, toujours en mouvement, toujours à la recherche d'un nouvel endroit où se poser. Eduardo sentit qu'il manquait d'air, son cœur battait fort, comme s'il voulait s'échapper de son propre corps. Par instinct, il voulut lui écrire, lui demander ce que signifiait cette photo, lui exiger une explication. Pourquoi? Pourquoi l'avait-elle fait se sentir spéciale si, à la fin, il n'était qu'un autre parmi tant d'autres? Mais quelque chose en lui s'arrêta. Une pensée claire surgit dans la tempête d'émotions. Avait-il vraiment besoin d'une explication? Que lui dirait-elle? Que ce n'était pas ce que cela semblait être? Que cet homme n'était qu'un ami? Eduardo laissa tomber son téléphone sur la table et se prit le visage dans les mains. La vérité était évidente. Et au-delà de la trahison, ce qui faisait vraiment mal, c'était d'avoir permis qu'on le manipule pendant si longtemps. Parce que s'il était honnête avec lui-même, il avait ressenti cette même angoisse tout au long de la relation. Chaque fois que Monica disparaissait sans raison, chaque fois qu'elle l'ignorait pendant des jours, chaque fois qu'il devait supplier pour obtenir son attention, la relation n'avait jamais été réelle. C'était un jeu dans lequel il avait toujours perdu. Il se leva et se dirigea vers le miroir. Ce qu'il vit le fit plus mal que n'importe quoi d'autre. Ce n'était pas le même homme qui avait commencé cette histoire. Son reflet lui renvoie l'image de quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui s'était perdu en essayant de maintenir quelque chose qui n'avait jamais existé. À ce moment-là, une question traversa son esprit comme un éclair. Combien de choses était-il prêt à perdre? Eduardo avait sacrifié sa paix, son estime de soi, sa dignité. Et pourtant, cela n'avait pas suffi. Il resta silencieux, respirant, sentant, comprenant. L'amour ne devrait pas faire aussi mal. Carl Rogers disait qu'une relation saine est celle dans laquelle les deux peuvent grandir sans crainte. Avec Monica, il n'avait jamais grandi.
Il s'était seulement rétréci. Il était devenu une version plus fragile de lui-même. Mais tout avait une limite. Et Eduardo était sur le point d'atteindre la sienne. Il serra les poings. Il n'allait pas lui écrire. Il n'allait rien lui demander. Pas parce qu'il ne voulait pas de réponse, mais parce qu'il n'en avait plus besoin. Le simple fait de ressentir le besoin d'une explication était un signe qu'il était encore prisonnier de son jeu et il était prêt à en sortir. D'un geste ferme, il prend son téléphone et effaça son contact. Pas seulement la conversation, le numéro. Pas parce qu'il la détestait, mais parce qu'il s'aimait suffisamment pour ne plus lui permettre de jouer avec lui. Cette nuit-là, Eduardo ne pleura pas. Il ne ressentit pas un soulagement immédiat, mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose de différent, la liberté. La question n'était plus pourquoi Monica avait agi ainsi. La question était, que ferait-il de sa vie maintenant qu'elle n'y était plus? Le silence dans la chambre d'Eduardo était différent. Ce n'était plus le silence de l'attente, mais celui d'une décision prise. Il ne lui écrirait pas, il ne chercherait pas de réponse, il ne tenterait pas de comprendre ce que Monica avait fait. Parce que la vérité était déjà devant lui. Le problème n'était pas elle, le problème, c'était lui. Comment avait-il permis à quelqu'un de jouer avec lui de cette manière? Il s'assit sur le lit et regarda autour de lui. La maison était vide. Pas parce que Monica n'y était pas, mais parce qu'il avait perdu une partie de lui-même dans cette relation. L'amour devrait nous faire sentir complet, pas brisé. Mais quand une relation repose sur le contrôle, la manipulation et le renforcement intermittent, elle devient une addiction déguisée en amour. Carl Jung disait que nous sommes ce que nous choisissons de répéter. Et Eduardo se rend compte qu'il avait répété le même schéma pendant des mois, attendant, justifiant, trouvant des excuses pour quelqu'un qui n'avait jamais été sien. Mais ce cycle prenait fin ce jour-là. Il se leva et marcha vers le miroir. Il se vit avec des yeux plus clairs que jamais. Il n'était pas faible, il avait été trompé, oui. Il avait été manipulé, oui. Mais maintenant, il avait le contrôle. Pour la première fois en moi, il avait le pouvoir de choisir quelque chose de différent. Il prit une grande inspiration et se fit une promesse. Il ne se perdrait plus jamais pour quelqu'un. Il n'accepterait plus jamais des miettes d'amour. Il ne resterait plus jamais dans un endroit où il devrait douter de sa propre valeur. Cette nuit-là, Eduardo dormit sans anxiété, sans la peur de savoir si elle écrirait ou non. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, cela ne l'importait plus. Les jours passèrent et Eduardo commença à se sentir différent. Ce ne fut pas facile. Ce n'était pas une question d'un seul moment d'illumination. La dépendance émotionnelle est comme une drogue. Au début, le corps en redemande, l'esprit cherche n'importe quelle excuse pour revenir. Mais avec le temps, la douleur s'estompe et quelque chose de nouveau commence à apparaître. La paix. Eduardo commença à faire des choses qu'il avait laissées de côté à cause de Monica. Il retourna à la salle de sport, se concentra sur son travail, passa plus de temps avec ses amis, mais quelque chose d'incroyable se produisit. Un jour, sans avertissement, il se rendit compte qu'il n'avait pas pensé à elle de toute la journée. L'absence, qui auparavant le poignardait comme un couteau, était devenue de la liberté. Pas parce qu'il l'avait oubliée, mais parce qu'il n'en avait plus besoin. C'est cela, la clé de la guérison. Il ne s'agit pas de haïr l'autre, il ne s'agit pas de chercher à se venger ou de prouver quelque chose. Il s'agit d'arriver à un point où, sincèrement, cela ne t'importe plus. Eduardo comprit quelque chose qui changea sa vie. L'amour véritable ne se mendie pas. Si tu dois convaincre quelqu'un de te valoriser, tu as déjà perdu. Un jour, alors qu'il marchait dans la ville, il la vit. Monica marchait main dans la main avec un autre homme souriante. Eduardo se prépara au coup dans la poitrine, mais le coup ne vint jamais. Elle est arrivée, elle l'a vu et a continué à marcher, car elle savait maintenant quelque chose qu'elle ne comprenait pas avant. Monica ne l'avait jamais aimé, mais cela ne lui importait plus, car l'amour dont il avait besoin, il le trouvait désormais en lui-même. L'histoire de Monica n'est pas juste une histoire. C'est un reflet de ce que beaucoup de personnes ont vécu dans leur chair. Combien de fois sommes-nous accrochés à quelqu'un qui ne nous valorise pas? Combien de fois avons-nous confondu l'amour avec la dépendance? Depuis le début, Eduardo n'était pas amoureux de Monica,
Il était amoureux de la sensation qu'elle lui donnait, le frisson émotionnel, le sentiment d'être spécial, l'idée qu'elle l'avait choisi parmi tous. Mais le problème de construire une relation sur l'intensité, c'est que lorsque l'euphorie se termine, il ne reste que le vide. Carl Jung disait que ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Et pendant longtemps, Eduardo a nié la vérité. Il a nié que Monica ne l'utilisait que quand cela l'arrangeait. Il a nié que leur relation n'était pas de l'amour, mais un jeu de pouvoir. Il a nié qu'il avait permis cette dynamique. Mais au moment où il accepta la vérité, tout changea. Voici la première grande leçon de son histoire. L'amour véritable ne fait pas mal de cette manière. Si quelqu'un te fait constamment douter de ta valeur, ce n'est pas de l'amour. Si tu dois justifier ses absences, ses changements d'humeur, sa froideur, ce n'est pas de l'amour. Si tu te sens comme si tu marchais sur des œufs pour ne pas perdre cette personne, ce n'est pas de l'amour. Freud disait que les gens choisissent inconsciemment la douleur qu'ils connaissent. Et Eduardo, sans s'en rendre compte, était pris dans une relation qui renforçait ses insécurités les plus profondes. Il se sentait spécial quand Monica le choisissait. Il se sentait vide quand elle l'ignorait. Et dans ce cycle, son estime de soi se détériorait jusqu'à ce qu'il ne sache plus qui il était sans elle. Voici la deuxième grande leçon. Le renforcement intermittent crée une addiction. Ce n'était pas Monica en elle-même qui le retenait, mais l'incertitude, l'idée que peut-être, s'il faisait tout bien, elle le reprendrait comme avant. Mais Carl Rogers disait que l'amour ne devait pas être une bataille constante pour la validation. Et c'était exactement ce qu'Edward vivait. C'est là que tu dois te poser la question. Combien de fois as-tu essayé de t'accrocher à quelqu'un qui te fait du mal, simplement parce que tu ne supportes pas l'idée de le perdre? La douleur de l'abandon peut faire que n'importe quel type de traitement semble acceptable pour éviter la solitude, mais la réalité est la suivante. Si tu dois te battre pour l'attention de quelqu'un, cette personne ne te mérite pas. Walter Rizzo le dit clairement dans son livre. L'amour ne devrait pas être une lutte. Si tu passes plus de temps à souffrir qu'à profiter de la relation, tu es au mauvais endroit. Et voici la troisième leçon la plus importante. L'amour-propre est le seul chemin de sortie. Eduardo aurait pu continuer dans ce même cycle pendant des années. Il aurait pu continuer à justifier Monica en espérant qu'elle changerait. Mais le jour où il décida de lâcher prise, ce fut le jour où il retrouva son pouvoir. Parce que lorsque quelqu'un joue avec tes émotions, ce n'est pas cette personne qui contrôle, c'est toi qui lui donnes ce contrôle. Le jour où tu décides que ton bien-être vaut plus que la présence de quelqu'un d'autre, c'est ce jour-là que tu commences à guérir. Eduardo apprit à lâcher prise, non pas parce qu'il cessa d'aimer Monica du jour au lendemain, mais parce qu'il se rendit compte qu'il méritait mieux. Voici la question finale pour toi. Es-tu prêt à faire la même chose? L'histoire d'Eduardo n'est pas seulement le reflet de nombreuses personnes prises dans des relations destructrices. Elle nous permet aussi d'analyser un phénomène psychologique profond, l'addiction émotionnelle. L'amour, quand il est sain, ne devrait pas se sentir comme une drogue. Mais lorsqu'il existe un renforcement intermittent, une manipulation émotionnelle et une dépendance psychologique, le cerveau réagit de la même manière que face à une substance addictive. Qu'est-ce qui se passait dans le cerveau d'Eduardo chaque fois que Monica le traitait avec amour? Son cerveau libérait de la dopamine. La dopamine est le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. C'est la même substance qui se libère lorsque nous mangeons notre dessert préféré ou recevons de bonnes nouvelles. Mais quand Monica l'ignorait, son cerveau entrait dans un état de sevrage. Il ressentait de l'anxiété, de l'insécurité, un vide insupportable. Et au moment où elle revenait, cette dose de dopamine revenait. Cela faisait que Eduardo s'accrochait encore plus à la relation car son cerveau l'interprétait comme une nécessité vitale. Carl Jung disait qu'à moins que tu ne rendes conscient ce qui est inconscient, cela continuera à diriger ta vie et tu l'appelleras destin. Eduardo croyait qu'il était amoureux, mais ce qu'il vivait réellement était un cycle d'addiction émotionnelle, le syndrome de l'addiction à l'indifférence. Il existe des personnes qui ont grandi dans des environnements où l'amour était conditionnel. Si, dans ton enfance, tu recevais de l'affection seulement quand tu te comportais bien, ton cerveau a appris que l'amour doit être gagné. Si un parent, une mère ou une figure d'autorité t'a donné de l'amour de manière inconstante,
Ton cerveau a associé l'amour à l'incertitude. C'est pourquoi, lorsque tu es adulte et que tu rencontres quelqu'un qui te traite bien et te néglige ensuite, tu as l'impression que tu dois faire des efforts pour récupérer son attention. Freud expliquait que nous cherchons dans l'amour adulte les schémas émotionnels que nous avons connus dans notre enfance. Que signifie cela? Si, enfant, tu as appris que l'amour est instable, tu chercheras des relations qui renforcent cette même instabilité. Eduardo ne s'est jamais demandé pourquoi Monica l'attirait autant, mais s'il avait un peu fouillé dans son passé, il aurait trouvé une réponse dans son histoire personnelle. Comment briser ce schéma? C'est là que le processus thérapeutique entre en jeu. Pour sortir d'une relation d'addiction émotionnelle, tu as besoin de 3 choses. Conscience, comprendre que ce n'est pas de l'amour, mais de la dépendance. Auto-validation, te donner la sécurité que tu attends des autres. Et une coupure définitive, parce qu'on ne négocie pas avec une addiction, elle doit être coupée à la racine. Lorsque Eduardo a supprimé le numéro de Monica, il a fait ce qu'il fallait. Le contact zéro n'est pas une stratégie de manipulation, c'est une stratégie de guérison, de deuil et de récupération. Sortir d'une relation toxique ne signifie pas que tu cesses d'aimer la personne du jour au lendemain. Le cerveau continue à demander sa dose de dopamine. C'est pourquoi le premier réflexe est de revenir. Mais si tu résistes, si tu traverses le processus de sevrage émotionnel, peu à peu, le besoin disparaît. L'amour propre est l'antidote. Carl Rogers disait que lorsque tu apprends à t'accepter totalement, tu arrêtes de mendier l'amour des autres. Et c'est exactement ce que fit Eduardo. Il décida de construire une relation avec la seule personne qui l'accompagnait vraiment toute sa vie, lui-même. Walter Rizzo affirme dans son livre « Tombe amoureux de toi » que la personne émotionnellement saine ne poursuit pas celui qui l'ignore, ni ne lutte pour celui qui ne la valorise pas. C'est ce que Eduardo a appris, non pas en un jour ni du jour au lendemain, mais avec le temps. La paix remplaça l'anxiété, la clarté remplaça la confusion, et un jour, sans s'en rendre compte, il se réveille et ne la regrette plus. C'est ainsi qu'on surmonte réellement quelqu'un, non avec la haine, non avec la vengeance, mais avec la certitude que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. L'histoire d'Eduardo a été le reflet de ce que beaucoup de gens ont vécu dans leur chair, mais son plus grand enseignement ne réside pas dans la souffrance, mais dans la transformation. La fin de son histoire ne parle pas seulement de s'éloigner de Monica, mais de se reconstruire après avoir été détruit. Et c'est là que réside le véritable travail. Guérir pour ne pas répéter. Parce que si Eduardo n'avait pas appris la leçon, il serait allé chercher une autre Monica, mais avec un autre homme. Et voici le premier point clé de l'analyse finale. Si tu ne guéris pas, tu répéteras l'histoire avec un personnage différent. Carl Jung disait que tant que l'inconscient ne devient pas conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Cela signifie que si Eduardo ne comprenait pas pourquoi il s'était attaché à Monica, le schéma se répétait. C'est ainsi que beaucoup de personnes passent d'une relation toxique à une autre. Elles changent de partenaire, mais ne changent pas de blessure. Et c'est pourquoi elles finissent toujours par revivre la même histoire avec un visage différent. Voici la deuxième grande leçon. L'amour ne doit pas te faire perdre ton identité. Lorsque Eduardo se regarda dans le miroir, il ne se reconnut plus. Il avait perdu son essence, son estime de soi, ses limites, et tout cela à cause de quelqu'un qui ne le valorisait même pas. Walter Rizzo dit que si un amour te demande de te perdre toi-même, c'est un amour qui n'en vaut pas la peine. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens apprennent trop tard. L'amour devrait te renforcer, pas te détruire. Si une relation te fait te sentir incertain, insuffisant ou piégé, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et la seule façon de guérir la dépendance, c'est de revenir à toi-même. Le deuil de laisser partir quelqu'un qui n'a jamais été à toi est l'une des parties les plus difficiles du processus. Eduardo a dû accepter que Monica n'ait jamais vraiment été à lui. Comment lâcher prise de quelque chose que tu n'as jamais eu? C'est là qu'entre en jeu la blessure du rejet. Souvent, ce qui nous fait mal, ce n'est pas la personne, mais l'idée que nous n'avons pas été suffisants pour la retenir. Carl Rogers disait que la valeur d'une personne ne se mesure pas à qui la choisit, mais à combien elle se choisit elle-même. Eduardo a dû apprendre cela car l'amour n'est pas de prouver sa valeur à quelqu'un d'autre. L'amour,
C'est savoir que ta valeur existe avec ou sans la validation de l'autre. Briser le cycle de l'addiction émotionnelle. Pour Eduardo, le plus grand défi a été de résister à la tentation de revenir. Car le cerveau, habitué à l'incertitude, cherche désespérément à revenir à ce qu'il connaît. Mais Freud disait que lorsque le désir n'est pas contrôlé, il devient de l'esclavage. Et Eduardo ne voulait plus être l'esclave de son passé. La seule façon de briser un schéma, c'est de ne pas le nourrir à nouveau. Chaque message qu'il n'a pas envoyé, chaque impulsion qu'il a ignorée, chaque fois qu'il a choisi sa paix plutôt que son anxiété, a été une victoire. Car guérir n'est pas un moment d'illumination. Guérir est une série de petites décisions quotidiennes, jusqu'à ce qu'un jour, sans t'en rendre compte, ça ne fasse plus mal. La renaissance d'Eduardo. Lorsqu'Eduardo l'a revu, enlacé avec un autre homme, il n'a ressenti aucune émotion. Pas parce qu'il l'avait oublié, mais parce qu'il n'en avait plus besoin. Son esprit, qui la voyait autrefois comme le centre de son univers, la voyait maintenant comme une personne parmi d'autres dans la foule. Et là, à ce moment-là, il a compris ce qu'était la vraie liberté. Pas la liberté d'être sans quelqu'un, mais la liberté de ne pas avoir besoin de quelqu'un qui ne le valorise pas. Car la vraie guérison n'est pas de trouver quelqu'un de mieux, c'est de devenir une personne qui n'accepterait jamais moins que ce qu'elle mérite. Ton moment de réflexion. Maintenant, je veux que tu te poses une question. Es-tu prêt à te choisir toi-même? Parce que l'histoire d'Eduardo pourrait être la tienne. Et si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être est-ce parce que tu as besoin d'entendre cela. Tu n'as pas besoin de mendier de l'amour. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin de rester dans un endroit où tu te sens constamment insuffisant. Nous avons parcouru ensemble l'histoire d'Eduardo. Une histoire qui ne reflète pas seulement son processus de guérison, mais aussi celui de nombreuses personnes ayant vécu des relations destructrices. Mais maintenant, je veux m'adresser directement à toi. Car si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de cette histoire t'a touché. Peut-être t'es-tu vu dans Eduardo, peut-être as-tu reconnu quelqu'un comme Monica dans ta vie, peut-être as-tu compris pour la première fois que ce que tu appelais de l'amour est en réalité une addiction émotionnelle. Et ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est ceci. Tu peux sortir de ce cycle. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide, mais chaque jour où tu choisiras ta paix plutôt que ton anxiété, tu seras plus près de te libérer. Carl Jung disait que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Il est temps de s'éveiller. Il est temps de te regarder avec honnêteté et de te demander que faut-il que je fasse pour me sentir complet, sans dépendre de quelqu'un d'autre. Parce que la réponse n'a jamais été dans une autre personne. Elle a toujours été en toi. Maintenant, avant de conclure, je veux te demander quelque chose. Si cette histoire a résonné en toi, si tu sens que ce contenu t'a ouvert les yeux d'une manière ou d'une autre, je veux que tu laisses dans les commentaires la phrase suivante. Mon amour-propre n'est pas à vendre. Car chaque fois que tu l'écris, tu envoies un message à ton esprit disant que tu es prêt à changer. Et si tu veux faire le prochain pas dans ta guérison, je veux te rappeler que le processus ne s'arrête pas ici. Le véritable changement se produit lorsque tu choisis de travailler sur toi-même chaque jour, lorsque tu choisis que ton bien-être est plus important que tout le reste. Ainsi, maintenant, c'est à toi de jouer. Choisis ta paix, choisis ton amour-propre, choisis de ne plus être le personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre et deviens le protagoniste de ta vie. Merci d'être allé jusqu'ici. Merci de t'être écouté toi-même. Et souviens-toi toujours ceci. L'amour le plus important de ta vie est celui que tu construis à l'intérieur de toi. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire. J'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.